Mesdames, messieurs, comment ça va? Ouais, moi ça va, merci. Alors aujourd'hui, un sujet à première vue pas innovant, genre du déjà vu, mais détrompez-vous. Je ne vais pas vous parler uniquement du Roi Soleil, je vais principalement vous montrer les aspects fantaisistes du château, de la vie de l'époque et de tout ce qui a été mis en place pour satisfaire certaines envies de Louis XIV. Je vous propose même une partie finale avec des faits insolites et intéressants dont on parle un peu moins mais qui méritent d'être soulignés, comme les milliers de vies sacrifiées pour la construction du château. Alors, en plus de la personnalité unique de Louis XIV et de toute la culture liée à sa personne, la période concernée est tout aussi intrigante. Enfin, je trouve. C'est donc clairement le passé qui a piqué ma curiosité et qui m'oblige aujourd'hui à vous présenter ce nouveau contenu. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas spécialement fan de la monarchie absolue de droit divin et de tout ce qui est lié à ça. Mais tout ce que je ne connais pas m'intrigue, et cette période en particulier a eu beaucoup d'influence sur nos temps modernes, alors raison de plus pour vous parler de ce sujet. Bref, je vous laisse découvrir tout ça à la sauce ZanoXVI, et merci au passage à Julia qui m'a prise en photo, et photo de qualité s'il vous plaît. Allez, on y va au galop. Alors déjà, je ne suis pas Stéphane Bern, donc je vais éviter de vous faire le même pitch que lui, en plus, je n'y arriverai pas. Mais, je me dois de survoler certains points importants qui ont marqué et façonné la France à travers Versailles, et à travers Louis XIV, dit le Roi Soleil, ou Louis le Grand. Ou Louis pour les intimes. Ou Monsieur XVI. Non, ça c'est nimp. Fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, Louis XIV naît le 5 septembre 1638 au château neuf de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Aujourd'hui, le château royal n'existe plus, et cela depuis la fin du XVIIIe siècle, puisqu'il a tout simplement été démoli et volontairement, et les matériaux ont été vendus. Bon, pas entièrement, mais la majeure partie est quand même concernée. Dommage. Donc, Louis XIV arrive, les parents sont contents puisque la descendance royale est assurée et une fête qui durera plusieurs jours a lieu. La noche du siècle, c'est ça. Vous n'êtes pas sans savoir que cela fait plus de 20 ans qu'ils veulent un dauphin, un enfant capable d'assumer la descendance. Lors de sa naissance, ils lui ont même donné le nom de Louis Dieudonné. Ouais, donné par Dieu, voilà, carrément. Il faut peut-être préciser qu'à l'époque, les garçons étaient considérés comme des hommes dès l'âge de 7 ans environ. Ouais, je sais, légèrement précoce me direz-vous, mais en même temps, leur espérance de vie n'était pas la même qu'aujourd'hui. En tout cas, c'est également à cet âge que Jules Mazarin est choisi comme parrain de Louis XIV. Mazarin, je le rappelle, est cardinal, mais aussi l'ancien principal ministre de Louis XIII, le padre de Louis XIV. Autrement dit, comment mettre bien toute sa famille pour des générations, c'est bien ça. Bref, c'est donc le cardinal Mazarin qui va apprendre au jeune futur roi à devenir, un roi. Celui-ci aura droit à des cours de latin, de maths, d'histoire, d'italien et de cul. Ah vous ne saviez pas? La mère de Louis XIV lui a appris l'éducation sexuelle, non pas théorique, mais dans le sens pratique, en lui envoyant des femmes, dont des prostituées. Sacrée maman. Le jeune Louis XIV est plutôt mauvais élève, enfin concernant les cours théoriques, mais il est loin d'être fainéant, car il travaille durement et il va même très bien jouer son rôle de roi avant même d'avoir 8 ans. Et puis, il a une très grande sensibilité pour tous les domaines artistiques. Il s'intéresse beaucoup à l'architecture, à la danse et à la peinture. Un peu comme cette dame là, ouais c'est ça. Ce qui va clairement façonner le Roi Soleil qu'on connaît tous aujourd'hui, mais aussi Versailles. Bref, je vous passe les détails, le jeune Louis devient roi, enfin prince, parce qu'il sera roi qu'à partir de 1654, mais il est futur roi suite au décès de son père à l'âge de 4 ans seulement. Des questions? Et en plus, c'est pas comme s'il était mort jeune, le mec il a régné pendant 72 ans. Pas lui, lui, c'est ça. Ce qui en fait au passage un des règnes les plus longs de l'histoire de France. Bon, maintenant qu'on a brièvement parlé du roi, revenons au château de Versailles. Comment vous expliquer que ce château mondialement célèbre représente la puissance du roi? Il y a de l'or et des matériaux nobles partout, des peintures au plafond, des reliefs en marbre taillés dans les murs mais aussi au sol, des objets d'une valeur inestimable, du mobilier fait à la main, dont le fameux secrétaire à cylindre de Louis XV qui, je vous le rappelle, est probablement le bureau le plus cher qui existe sur cette planète. C'est simple, son coût est inestimable. Point, je pose ça là et je m'en vais chasser du Pokémon à l'ancienne. On est donc très loin du bureau du fournisseur suédois mondialement connu, on est d'accord. Mais en même temps, quand tu vois toutes les cachettes, tous les tiroirs inclus dans ce machin, tu comprends encore mieux la puissance que représentait Versailles. A la base, ce mobilier a été commandé à l'ébéniste Jean-François Euben en 1760. Mais celui-ci décède avant de pouvoir terminer sa commande et c'est donc un certain Riesner qui en reprend la réalisation et le livre à Versailles dans le cabinet intérieur du roi en 1769. Et d'ailleurs, si le château a été construit, c'était pour que Louis XIV puisse s'éloigner de Paris. J'étouffe gros, alors soit vous me donnez ma ventoline, soit on construit un putain de château. Du coup, comme il avait les mailles et pas de ventoline, il fit construire le château de Versailles.
Et puis s'il choisit cet endroit bien précis, c'est parce qu'il avait l'habitude d'y chasser. Et d'ailleurs, il y a déjà fait construire une base, un pavillon de chasse. Et c'est dans cette étendue d'arbres et de marécages qu'il appréciait le faire. D'ailleurs, qui a permis au château de sortir du sol? Eh bien, c'est un certain Mansart qui se verra confier la construction du château en 1661, et le défi est de taille. Déjà, de par les volontés du roi qui sont on ne peut plus fantaisistes, mais du coup aussi de la complexité et des nombreux désavantages des lieux. Mais comme on ne déçoit pas le roi, de nombreuses personnes vont importer de la terre, ils vont drainer des marécages, creuser des canaux de plusieurs kilomètres, construire un réseau d'alimentation d'eau avec des canalisations parcourant toute la région pour les fontaines, créer des nouvelles machines, et je vous passe la galère pour importer toutes ces richesses naturelles qui décorent aujourd'hui ce château majestueux. D'ailleurs, parmi ces nombreuses richesses, on retrouve beaucoup de pierres précieuses. Et parmi les kilos d'or et de cristal, vous y verrez en grande quantité le lapis lazuli, une roche d'un bleu à vous couper le souffle qui orne plusieurs objets et meubles mythiques à travers tout le château. Et puis, ce ne sont pas les seules richesses que le roi a étalées devant le monde entier. Non, trop facile. Parlons un peu des richesses artistiques. Louis XIV avait de bonnes relations avec divers pays, notamment avec ceux d'Extrême-Orient, comme la Chine par exemple. Lorsque les diplomates ou des personnes haut placées étaient invités au palais royal à Versailles, ces personnes ne venaient pas les mains vides. T'apportes quand même une bouteille, un bouquet de fleurs ou un gâteau. Bon, ça c'est le citoyen lambda comme moi au XXIe siècle. Mais avec Louis XIV, vous aviez intérêt à débarquer avec des tableaux rares ou des objets de grande valeur, comme de la porcelaine, des soieries ou autres. Ouais, le level est légèrement différent. Finalement, pour en revenir au château, sa construction se termine en 1686 et le roi Soleil y réside dès 1682. Mais le roi, qui ne fait pas les choses à moitié, n'y vit pas seul. Il y a sa cour, ses proches et sans parler des serviteurs qui se comptaient par centaines. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y avait en permanence près de 1500 serviteurs qui s'occupaient de chaque coin du château et qui étaient prêts à faire en sorte que le roi Soleil ne bouge pas un doigt. Ouais, c'est limite s'il n'y a pas les voisins des voisins qui s'incrustent au château, l'abus quoi. Bref, pour accueillir tout ce beau monde, le roi n'hésite pas à agrandir le château. Alors pas étonnant si je vous dis qu'il y a plus de 2300 pièces. Et c'est également pour ça que le château a été finalisé 4 ans après l'arrivée du roi. À côté de ça, les jardins du château sont au moins aussi impressionnants que le château en lui-même. En 1661, André le Nôtre est chargé de créer les jardins du roi. Et on peut le dire, il s'est bien débrouillé le gaillard. Même si cela a duré 40 ans, le résultat est époustouflant. Magique, tout ce que vous voulez. Parmi les nombreuses créations qui vont dans ce sens, j'avais envie de vous parler de l'orangerie. En fait, le roi a fait importer des orangers, des citronniers, des palmiers et même des grenadiers du Portugal, d'Espagne et d'Italie. Certains ont quand même plus de 200 ans et la plupart de ces arbres ont été gardés dans l'orangerie pour résister aux hivers rudes. Et en été, ils étaient à nouveau plantés à l'extérieur. À l'époque, l'orangerie possédait la plus grande collection d'agrumes d'Europe. Alors, je vous vois venir, mais franchement, c'est pas plus con que les collections de timbres. Chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, petite question. D'après vous, combien a coûté la construction du château, œuvre d'art compris? Alors, bien sûr, en prenant en compte le fait que la monnaie de l'époque n'avait pas la même valeur qu'aujourd'hui. La construction du château avec les meubles et les œuvres d'art aurait coûté plus de 200 millions d'euros. Ce qui, pour l'époque, était quand même monstrueux. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer davantage dans la vie du roi, parce qu'il y a plein de vidéos très intéressantes qui s'en chargent très bien sur YouTube. Par contre, vous me connaissez gentiment pour la plupart, j'aime bien tout ce qui se démarque. Alors je vais vous énoncer quelques faits insolites sur le château dont on entend très peu parler. Allez, je commence fort, Louis XIV a possédé la Joconde, point, c'est fait. En fait, le roi était tellement fier de ce tableau qu'il tenait à le posséder. Alors, comme t'es roi, c'est easy, t'as qu'à demander. Et du coup, il fait introduire la Joconde dans sa collection royale et l'expose à Versailles jusqu'en 1650. On parle quand même d'un tableau d'une valeur inestimable, qui aujourd'hui attire des millions de personnes par an. Et le roi Soleil, lui, il l'a possédé, carrément. Autre fait dont on parle très peu, et même trop peu, et qui pour le coup est vraiment malheureux, le chantier du château de Versailles a fait des milliers de morts. En fait, il faut savoir que plus de 35 000 ouvriers ont été employés pour les travaux et les accidents se comptaient par milliers. Mixez ces accidents de chantier au paludisme, très courant à cette époque, et vous vous retrouvez avec le quart de vos employés morts. Pour vous dire, chaque matin, plusieurs charrettes pour ramasser les corps sans vie défilaient sur le chantier. Finalement, derrière ce beau décor, des événements malheureux ont eu lieu, et on n'en parle clairement pas assez. Alors le roi, il est bien sympa, il a du goût, il est riche financièrement, mais humainement, c'était, je trouve, le plus pauvre. Troisième fait intéressant, le premier zoo des temps modernes a été organisé au sein du château de Versailles. La ménagerie royale de Versailles était une forme unique pour le roi de montrer sa puissance au monde entier. Imaginez seulement, vous êtes au XVIIe siècle et vous pouvez observer des dromadaires, des rhinocéros, des crocodiles, des lions, des autruches et même des éléphants. Je vous rappelle quand même qu'à cette époque, les offres EasyJet étaient
inexistante. Normal. Alors, la meilleure solution pour voyager et découvrir des animaux exotiques restait le château de Versailles. Je pense que vous le savez, lorsque le roi se levait le matin, tout un processus était respecté. Alors oui, il se levait pas comme toi et moi, tête dans le cul, etc. Non, Louis XIV se faisait toiletter, il passait aux chiottes aux yeux de tous d'ailleurs, etc., etc. Du coup, j'ai toujours cru que les premières personnes à le voir le matin étaient sa cour. Mais non, il y a une personne qui voyait le roi avant tout le monde, et cette personne était une roturière. Donc une personne qui n'appartenait à aucune classe sociale, une personne libre, entre guillemets. Et cette personne s'appelait Perrette Dufour. Elle était l'ancienne nourrice du roi et également la première personne à le voir se réveiller. Elle entrait discretos dans la chambre de Louis XIV avant que toute la cour arrive, pour l'embrasser et s'éclipser directement après. Parlons maintenant des écuries royales de Versailles. Sous l'Ancien Régime, les chevaux étaient si importants pour Louis XIV qu'il fit construire 2 écuries en face du château, la petite et la grande écurie. Ouais, en face du château, carrément. C'est pour dire à quel point les écuries et les chevaux étaient importants à l'époque. Alors on dit petite et grande écurie, mais elles ont la même taille, comme vous pouvez le constater à peu près. En fait, c'est juste que leur dénomination tient à leur affectation, tout simplement. Les 2 bâtiments sont censés être si majestueux et exceptionnels qu'on se demande combien de temps prendra la construction. Et au bout de seulement 3 ans, le projet est finalisé. Alors oui, je sais, 3 ans aujourd'hui, c'est le retard moyen dans le BTP. Non, là j'abuse, c'est pour dire. On ne parle pas d'une petite écurie pour 2 chevaux quand même. Non, là ce sont des écuries de Versailles qui peuvent accueillir une quantité impressionnante de chevaux rares et forts, donc prêts pour la chasse et la guerre. Aujourd'hui, les écuries royales abritent des collections, mais aussi l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles et l'Académie équestre nationale du domaine de Versailles, qui, je vous le rappelle, est une institution d'excellence basée sur la transmission d'un savoir-faire dans le domaine équestre. Les personnes qui s'y trouvent perpétuent donc un savoir-faire datant de la période de Louis XIV, et rien que ça, c'est quand même ouf. Mesdames, messieurs, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Merci à celles et à ceux qui ont regardé ma vidéo jusqu'au bout en espérant qu'elle vous aura plu. À nouveau, je sais que j'ai sauté des étapes et que je ne vous ai pas parlé de tout. Mais en même temps, la qualité ne réside pas forcément dans la quantité. Bon, sauf si vous me demandez une vidéo de 3 heures, là, j'ai pas le choix. Bref, encore merci d'avoir consacré de votre temps et on se revoit très vite pour un nouveau contenu. Prenez soin de vous et à bientôt. Yo, c'était Zano.